Maman, réveille-toi. Maman, ouvre les yeux. La voix de Romain était éraillée par les larmes alors qu'il caressait le visage de sa mère. Anne était allongée sur le bitume dans une position étrange, les yeux fixés sur le ciel, vide de vie. 5 minutes auparavant, il marchait joyeusement sur le trottoir, dégustant des glaces, tandis qu'elle racontait à son fils une nouvelle histoire qu'elle avait inventée. Romain n'aurait jamais pu imaginer la tournure tragique que prendrait leur journée. Soudain, un SUV noir avait surgi de nulle part, fonçant à toute allure sur le trottoir. Sa mère avait eu juste le temps de le pousser hors de danger, mais elle-même avait été frappée de plein fouet. Romain était tombé, se faisant un bleu au genou, mais il n'avait pas vu sa mère être projetée au sol comme une poupée de chiffon. Le conducteur, ivre, était sorti de son véhicule sans une égratignure, regardant d'abord le petit garçon, puis le corps sans vie de la femme, avant de s'éloigner en titubant, lâchant un « vous l'avez cherché ». Romain, boitant, s'était précipité vers sa mère. Son petit cœur savait qu'un drame terrible venait de se produire. Une foule de curieux s'était rassemblée autour d'eux. Quelqu'un avait appelé les secours. Les médecins arrivés sur les lieux avaient rapidement déclaré le décès d'Anne. Une policière avait pris Romain par la main et lui avait dit « Ta maman est morte. Viens avec moi, petit. » Romain, réalisant l'horreur de la situation, s'était débattu, criant « Non, vous mentez. Je veux ma maman. Maman. » Mais des bras solides le retenaient, l'empêchant de s'échapper. Romain se réveilla en sueur, ce cauchemar le hantait depuis 25 ans. Il regarda autour de lui, retrouvant la même chambre décorée avec soin, et la jeune femme qui dormait à ses côtés. Un sourire se dessina sur son visage en voyant Olga, si belle dans son sommeil. Essayant de ne pas faire de bruit, il se leva et se dirigea vers la cuisine pour boire un verre d'eau, cherchant à apaiser son cœur qui battait la chamade comme un oiseau effrayé. L'horloge affichait 3 heures du matin. Il devait se reposer, car une opération importante l'attendait le lendemain. Romain était un chirurgien réputé dans une clinique privée de renom, un emploi que sa femme l'avait presque forcé à accepter. Assez de travailler pour des clopinettes, avait-elle déclaré après leur mariage. Irène part à Dubaï chaque année, et moi aussi je veux y aller. Et ceux qui ne peuvent pas payer pour une opération, avait-il tenté de protester. Je suis bien dans l'hôpital municipal. C'est un peu gênant devant mes collègues et mes patients. Mais Olga avait rétorqué, qu'est-ce que ça peut faire d'être gêné? Un peu de honte, c'est rien comparé à la nécessité de manger. Si tu peux gagner plus, pourquoi ne pas le faire? De plus, tu m'as promis qu'on déménagerait de ce 2 pièces, et que je n'aurais besoin de rien. À l'entente de « mon chéri », Romain avait compris que sa femme était en colère, et il savait qu'il avait du mal à gérer une Olga fâchée. Il avait donc cédé. Rapidement, le directeur de la clinique avait nommé Romain chef du service de chirurgie, reconnaissant son talent. Pour tes mains d'or, je suis prêt à doubler ton salaire, Romain, s'était réjoui le directeur, lui tapotant l'épaule avec une affection presque paternelle. Romain se sentait mal à l'aise, car à son ancien poste, il n'avait jamais reçu un mot d'encouragement, et il n'avait pas de père. 1 an avant la mort de sa mère, son père avait disparu lors d'une expédition avec des géologues. Après le décès d'Anne, Romain, alors âgé de 6 ans, avait été placé dans un foyer. Sa mère n'avait pas de famille, et la lointaine parenté de son père avait refusé de le prendre en charge. L'État s'en occupera, et nous, on a déjà assez de soucis, avait dit une tante enrobée lors des funérailles. Pourtant, Romain n'avait pas été mécontent d'atterrir dans un foyer. Mieux valait cela que d'être avec de tels parents. De plus, les éducateurs du foyer étaient des gens bienveillants. Parmi eux, Romain avait une affection particulière pour Marie, une femme âgée, joyeuse et compréhensive. Bien qu'elle ne le montrait pas aux autres, elle s'était attachée à ce petit garçon en détresse. C'était Marie qui avait réussi à sortir Romain de sa coquille, lui permettant de s'ouvrir aux autres.
20 ans plus tard, il apprend que Marie avait elle-même perdu toute sa famille dans un terrible accident d'avion, miraculeusement échappé à la mort. Lorsque Marie était partie 3 ans auparavant, Romain avait pleuré comme un enfant, faisant ses adieux à celle qui lui avait redonné goût à la vie. Depuis, chaque année, il se rendait sur sa tombe avec un bouquet de ses roses blanches préférées. Tu dois bien réfléchir, Romain, à ce que tu veux devenir, ou tu vas étudier après l'école, lui avait dit Marie un jour. Tu n'as pas de parents, et tu dois te tenir debout. Romain savait depuis longtemps qu'il voulait être médecin, et plus précisément, chirurgien. Il avait partagé ce rêve avec Marie. Je veux sauver des vies, car parfois, chaque minute compte, avait-il déclaré. Je travaille dur en chimie et en biologie pour être sûr d'être accepté. Marie l'avait pris dans ses bras, car il était son chouchou, même si elle s'efforçait de le cacher. Tu es un bon garçon, Romain. Prépare-toi pour les examens. Je suis sûr que tu réussiras, mon petit. Romain fondait sous les étreintes chaleureuses de cette éducatrice, devenue sa seconde mère. Des années plus tard, il découvrirait que Marie avait tenté à 3 reprises de l'adopter, mais qu'on lui avait toujours refusé. Ma chère Marie, comment pouvez-vous ne pas comprendre que nous ne pouvons pas confier un enfant à une personne âgée qui a déjà eu 2 infarctus, avait dit la fonctionnaire des services sociaux avec compassion. Imaginez si l'enfant perdait encore ses parents, comment sa psyché d'enfant supporterait cela? Il vaut mieux qu'il reste ici, dans le foyer. Vous pouvez le voir plus souvent. Marie fronçait les sourcils. Je ne peux pas accorder à Romain plus d'attention qu'aux autres enfants. Ce n'est pas pédagogique. S'il vous plaît, faites une exception. Je vais bien. Je ne suis pas prête à mourir. La fonctionnaire, ajustant ses lunettes, avait rendu son verdict. Vous savez ce qu'on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Elle avait apposé le tampon refusé sur la demande. Marie, comme pour prouver ces mots, avait effectivement vécu longtemps, et pas un jour ne passait sans qu'elle pense à Romain. Même après qu'il ait quitté le foyer et terminé ses études de médecine, elle l'appelait, s'inquiétant de ses nouvelles et l'invitant chez elle. Dans ses jours heureux, lorsque Romain parvenait à lui rendre visite, Marie l'accueillait comme une grand-mère attend son petit-fils. La table était toujours chargée de délices. Je vais me marier, avait-il annoncé un jour. Marie avait écarquillé les yeux. Quand as-tu eu le temps de rencontrer quelqu'un? Entre le travail et les gardes, tu es toujours occupée. Comment s'appelle ta fiancée? Elle s'appelle Olga. On s'est rencontrés quand elle a été amenée aux urgences après s'être foulé la cheville. J'étais à la fin de ma garde. Elle m'a dit que j'avais du talent, et je l'ai raccompagnée chez elle. C'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Faisons connaissance, je veux voir quel genre de personne est à Olga, avait proposé Marie. Romain avait ri et promis de l'amener le week-end suivant. Marie était ravie et se préparait pour la rencontre avec soin. Elle avait nettoyé la maison, cuit un gâteau et préparé des salades, se comportant comme toute grand-mère impatiente d'accueillir ses petits-enfants. Mais sa joie fut de courte durée. Dès son arrivée, Olga, froidement, avait déclaré qu'elle n'aimait pas la maison parce qu'elle était trop rustique, et que la nourriture était trop campagnarde. Puis, elle avait osé demander à qui reviendrait la maison après la mort de Marie, insinuant clairement que cela concernait Romain. Ce dernier avait rougi comme une betterave et s'était empressé de quitter les lieux, tirant sa fiancée par le bras. Marie, sous le choc, n'avait même pas pu prononcer un mot. Lorsque la porte se ferma derrière les invités, elle avait regardé autour d'elle. La table était restée intacte, et à l'endroit où Olga était assise, il ne restait qu'une pile de serviettes désinfectantes usagées. Il était évident que la fiancée de Romain dédaignait le simple foyer de Marie. Ta Olga n'est pas une bonne fille, n'attend rien de bon d'elle, avait déclaré Marie le lendemain lorsque Romain était venu s'excuser. Trouve-toi quelqu'un de plus simple, pas une fille comme ça. Elle a juste grandi seule dans sa famille,
c'est pourquoi elle est un peu égoïste, avait tenté de défendre Romain. Et puis, je l'aime de tout mon cœur. Olga est une fille spéciale. Je vois bien, avait hoché la tête l'ancienne éducatrice. Fais comme tu veux. Mais elle ne me plaît pas, et rien ne changera cela. Pardonne-moi, mon garçon. Marie n'était pas venue au mariage, malgré les nombreuses supplications de Romain. En réalité, elle ne voulait pas voir son chouchou s'engager avec quelqu'un qui ne lui convenait pas et qui pourrait compliquer sa vie. Olga, quant à elle, était ravie. L'éducatrice de Romain avait eu raison. Non seulement Olga avait forcé Romain à quitter son emploi qu'il aimait, mais elle avait aussi brouillé ses relations avec ses amis d'enfance et ne manquait jamais de faire des scènes lorsqu'il rendait visite à Marie. Olga savait que la vieille dame voyait clair en elle, et la jeune épouse craignait de perdre son emprise sur Romain. De ce fait, Romain commençait à rendre visite à Marie de moins en moins souvent, se contentant de l'appeler le week-end. Puis, il avait reçu la nouvelle qu'elle était partie. Ce fut un véritable coup dur pour Romain. Elle a bien vécu, que peux-tu regretter, avait commenté froidement Olga à propos du décès de la vieille dame. Aujourd'hui, les jeunes meurent comme des mouches. Prends soin de toi et de ta mère. Romain avait frissonné en entendant Olga mentionner sa mère, et il avait alors regardé sa femme d'un autre œil. Un doute s'était installé dans son esprit, et si Marie avait raison à propos d'Olga? Romain peinait à surmonter la perte de cette personne chère et se reprochait de ne pas lui avoir accordé plus d'attention. Tout semblait aller bien dans sa vie, un nouvel appartement, un emploi bien rémunéré, le respect de ses collègues, mais il lui manquait quelque chose. Son âme aspirait à la bonté, à cette chaleur que Marie irradiait. C'est alors que Romain décida de devenir bénévole, malgré les protestations de sa femme. Il offrait des soins médicaux gratuits aux sans-abri, parcourant les villages où il n'y avait d'autres spécialistes que le médecin local. Les gens lui rendaient l'appareil avec bonté. Ne disposant pas de grandes richesses, ils apportaient ce qu'ils pouvaient, du lait, de la crème, du beurre de leurs vaches, de la charcuterie maison et des chaussons chauds dans des paniers, même des concombres marinés. Ne vous inquiétez pas, madame, je ne veux rien en retour. Je fais cela par plaisir, avait dit Romain à une vieille dame qui lui avait offert une tourte aux poissons soigneusement enveloppée dans un torchon. La vieille dame avait levé les mains. Ne sois pas poli, petit, prends. Je te l'offre de tout cœur. Tu nous aides tant. Ton temps, tu le donnes si généreusement. Elle avait ajouté, pour nous, les vieux, venir en ville est un vrai défi. Et c'est un plaisir coûteux, on dépense presque la moitié de notre pension. Ne nous abandonne pas, mon petit. Romain avait souri. C'était cela qui lui manquait tant, l'amour sincère des gens bienveillants, qui réchauffe le cœur. Je ne vous abandonnerai pas, madame. Heureux, Romain rentrait en ville par un chemin de campagne, admirant les vastes champs et respirant l'arôme des forêts. Mais chez lui, une tempête l'attendait. Dès qu'il franchit le seuil, Olga lui tomba dessus, presque prête à le frapper. Il semblait qu'un instant de plus et elle lui assènerait un coup. Où étais-tu? Nous devions déjeuner au restaurant avec mes amis, cria-t-elle. J'étais seule, comme une abandonnée. Et quand on m'a demandé si tu soignais les pauvres et si tu n'étais pas devenu un paysan, j'ai failli. L'an était épuisé après une longue journée de travail. Il avait hâte de rentrer chez lui, de prendre une douche chaude et de déguster un bon bol de soupe. En se remémorant l'odeur réconfortante de la soupe que lui préparait le médecin local, il se sentit un peu mieux. Mais en franchissant le seuil de sa maison, il fut accueilli par la tempête qu'était Olga. Où étais-tu? Nous devions déjeuner au restaurant avec mes amis, s'écria-t-elle, la colère dans les yeux. J'étais seule, comme une abandonnée. Quand on m'a demandé si tu soignais les pauvres et si tu n'étais pas devenu un paysan, j'ai failli. Que leur importe qui je soigne et où je vais, tenta-t-il de plaisanter, mais sa fatigue était telle qu'il n'avait pas la force de se battre contre la fureur de sa femme.
Il est plus facile de changer de mari que d'amis, tu sais, rétorqua-t-elle, indignée. Au moins, je les connais depuis plus longtemps, et ils font partie de mon cercle, dans lequel tu ne veux pas entrer. Ruslan la regarda, surpris. Il ne reconnaissait plus sa femme. Elle n'était plus cette jeune femme douce et délicate qu'il avait rencontrée, mais une personne amère et calculatrice. Peut-être était-ce de sa faute si Olga avait changé ainsi? Il se tut, se sentant coupable. Après une douche rapide, il espérait trouver quelque chose à manger, mais le réfrigérateur était vide. « Que mangeons-nous ce soir, ma chérie ?» demanda-t-il, espérant un peu de compassion. « Je ne suis pas ta cuisinière, » répondit-elle depuis la chambre. « Si tu étais allé au restaurant avec moi, tu aurais été rassasié. »« Où étais-tu, de toute façon ? » ?»« Ne me dérange pas, je regarde mon émission. »« Prépare-toi à manger. »« Tu n'es pas un enfant. » Ruslan soupira et sortit une vieille miche de pain noir, une boîte de cornichons et une boîte de sardines. Il se souvint des jours passés dans l'orphelinat, où lui et les autres garçons auraient tout donné pour un tel festin. Le lendemain matin, la situation ne s'était pas améliorée. Olga était toujours en colère, et pour éviter de subir sa colère, Ruslan se contenta d'un thé sucré avec du pain avant de partir travailler. Il avait une opération de plusieurs heures prévue pour un patient fortuné. « Docteur, mon père va bien s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda la fille du patient, l'inquiétude dans la voix. « Je ne fais pas de promesses, mais je ferai de mon mieux, » répondit Ruslan, essayant de la rassurer. « Si papa survit, notre famille est prête à financer l'achat d'un nouvel équipement pour la clinique, » ajouta-t-elle, tandis que le directeur, qui se tenait à côté, se frottait les mains avec satisfaction. Ruslan ne répondit rien, dégoûté par le fait que sauver des vies était devenu une affaire lucrative pour certains. « J'en ai assez de tout ça, » pensa-t-il amèrement. « Si ce n'était pas pour Olga, je serais déjà parti. » Le patient âgé de Ruslan survécut. 2 semaines plus tard, il se présenta à son bureau. « Docteur, je tiens à vous remercier pour m'avoir sauvé la vie. »« J'ai un cadeau pour vous, » dit-il en tendant une boîte. « C'est ma responsabilité, » répondit Ruslan en s'éloignant du cadeau. « Prenez-le de tout cœur, » insista l'homme. Ruslan ouvrit la boîte et découvrit une montre suisse ancienne, scintillante sur un velours noir. « Cette montre est transmise dans ma famille de père en fils. Comme je n'ai pas de fils, je souhaite vous la donner, » expliqua l'homme. Ruslan, touché, accepta le cadeau. « Je vais les garder. »« Merci. »« Elles seront transmises dans ma famille, » répondit-il, ému. L'homme le prit dans ses bras, lui tapotant le dos. « Sauver des vies, mon fils. C'est votre vocation, suivez toujours votre cœur. » Après son départ, Ruslan réfléchit à la montre. Pourquoi certaines personnes étaient-elles corrompues par l'argent tandis que d'autres restaient intègres? Il n'avait pas de réponse. Le soir, après une longue journée, il n'avait pas envie de rentrer. Il décida de se promener dans le parc. Le chemin serpentait le long des buissons de framboises, chargés de baies rouges. Les souvenirs de son enfance, lorsqu'il venait ici avec d'autres garçons de l'orphelinat, lui réchauffèrent le cœur. Il cueillit une framboise juteuse et la goûta. Quel délice! Il avait tellement travaillé qu'il avait oublié de manger. Son ventre grogna, et il se mit à rire, réalisant qu'il avait négligé ses besoins. Soudain, il entendit un petit grognement. En se penchant sous un buisson, il découvrit un petit chiot d'environ 2 mois, qui semblait grogner en jouant. « Salut, petit vagabond. »« Que fais-tu ici ?» demanda Ruslan en prenant le chiot dans ses bras. « Oh, ta patte est foulée. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Viens vivre avec moi, nous pourrons décharger la colère de ma femme ensemble, elle n'est pas dans son assiette en ce moment. » Le chiot, apaisé par la chaleur de l'homme, cessa de grogner et se mit à gémir doucement de douleur.
Ruslan savait qu'il ne pouvait pas amener un chiot sale à la clinique, alors il se dirigea vers la maison de retraite où il avait récemment commencé à travailler bénévolement. Les résidents, ravis de voir un médecin compétent, le considéraient comme leur petit-fils. Le plus attaché à lui était Valentin, un pensionnaire solitaire que Ruslan avait aidé à se remettre d'une fracture compliquée. Après une opération délicate, Valentin avait commencé à marcher avec une canne. Chaque jour est un cadeau, mon petit-fils, je le vis pleinement, disait-il souvent, impatient de se lever de son lit. Comment oses-tu, Valentin? Veux-tu que je fasse tout ce travail pour rien? Reste allongé, je te le permets juste pour 10 minutes, plaisantait Ruslan, le taquinant comme un enfant. Valentin, heureux d'avoir quelqu'un qui s'inquiétait pour lui, se laissait aller. Un jour, alors qu'il était en train de se lever, il annonça aux dames du centre qu'il allait bientôt danser. « Mesdames, attendez-moi, les danses approchent, » disait-il, ajustant ses moustaches. Les femmes souriaient, ravies par son enthousiasme. Cependant, derrière cette façade joyeuse se cachait une profonde douleur. Sa femme, Maroussia, était morte en couche, emportant avec elle le fils tant désiré. Il avait enterré sa jeune épouse et son enfant dans la même tombe et n'avait jamais voulu se remarier. Une photo en noir et blanc de Maroussia trônait sur sa table de nuit. Lorsque Ruslan apporta le chiot à la maison de retraite, c'était l'heure du dîner. « Qui est ce petit qui couine sous ta veste ?» demanda Tamara, la résidente la plus observatrice. « J'ai trouvé ce chiot blessé près de chez vous. »« Je n'ai pas pu passer sans l'aider, » répondit Ruslan en dézippant sa veste. « Oh, comme il est mignon !» s'exclamèrent les autres résidents, attirés par le petit animal. « Il faut lui remettre sa patte en place et ensuite le laver et le nourrir » ajouta Ruslan. Mais les résidents étaient déjà captivés par le chiot, qui avait caché sa tête sous l'aisselle de son sauveur. On apporta une vieille serviette pour le chiot, et avec soin, Ruslan remit la patte en place. Un petit cri aigu s'échappa, mais il se calma rapidement. Quelques minutes plus tard, le chiot faisait ses premiers pas dans le grand salon, et après un bon bain, il se régala de bouillie préparée par les résidents. « Quelle race est-ce » demanda un vieil homme. « Je dirais un croisé, mais il est tout de même charmant. Qu'il reste avec nous, nous l'éduquerons et lui apprendrons des tours. » Les femmes hochèrent la tête en signe d'approbation. Elles étaient toutes enchantées par le chiot. « Je ne peux pas, ce n'est pas permis, » dit Ruslan. « Je vais le garder, mais nous viendrons vous rendre visite. » D'accord. Il fallait maintenant lui trouver un nom. Après de longues discussions, ils convinrent de l'appeler Beyem. Après avoir couru, Beyem tenta de sauter sur le fauteuil de Ruslan, mais échoua, son ventre plein le tirant vers le bas. La pièce éclata de rire en voyant le chiot tomber. Beyem, vexé, se mit à faire pipi. Ruslan dut dire au revoir à ses amis, prenant le chiot parfumé au shampoing et se dirigeant vers chez lui. En chemin, Beyem s'endormit profondément. Il ne se réveilla même pas lorsqu'Olga, découvrant le chiot, s'emporta contre son mari. « Tu es fou? Pourquoi as-tu amené ce vagabond ici? Il va détruire toutes mes chaussures. »« Jette-le immédiatement, » cria-t-elle, rouge de colère. « Chut, tu vas le réveiller, » répondit Ruslan. « Tu voulais un chien, et il ne détruira rien, je vais l'éduquer. Je ne vais pas le jeter. Je voulais un chien de race, pas ce sans-abri. Les chiens chinois sont à la mode. » Mais la vie de quelqu'un ne se mesure pas à la mode, s'étonna Ruslan. « Regarde comme il est mignon, tout doux. Il ressemble à un labrador. Caresse-le. » Mais Olga, le regard froid, tourna les talons et claqua la porte. Le chiot sursauta dans son sommeil et se mit à gémir. « Ne t'inquiète pas, Beyem, elle finira par t'aimer, » murmura Ruslan. « Il semble que nous devrons dormir dans le salon ce soir. Au moins, nous avons été bien nourris chez nos amis, et nous achèterons des affaires pour toi demain. »
Il faut aussi que tu aies tes vaccins. Avec ces mots, Ruslan installa le chiot sur le canapé et s'assit à côté de lui. Heureusement, il avait le lendemain de libre. Le matin, Ruslan réalisa à quel point il s'était trompé. Le cœur d'Olga ne s'était pas radouci et elle ne voulait toujours pas aimer le chiot sans défense. 1 an plus tard, elle n'aimait toujours pas Beyem, même s'il était devenu un chien adulte, éduqué et obéissant. En revanche, à la maison de retraite, Beyem était un invité très apprécié. Les résidents l'adoraient et dépensaient de l'argent pour lui offrir des friandises, juste pour qu'il reste avec eux. « Pourquoi le nourrissez-vous ? Il est déjà repu, disait Ruslan. Ne dépensez pas d'argent, il a tout ce qu'il lui faut. Il jouera avec vous. Que dis-tu, mon petit-fils ? C'est un plaisir pour nous, car nous n'avons plus personne dans ce monde, répondit Tamara, essuyant une larme. Laisse-nous gâter ce petit chien. Et va voir Valentin, il ne se sent pas bien ce matin. Ruslan céda, laissant Beyem, déjà trop gâté par l'attention, entre les mains des résidents, et se dirigea vers la chambre de son ami. Valentin était allongé dans son lit, pâle. Cela inquiéta Ruslan. Votre pouls ne me plaît pas. Peut-être devriez-vous aller à l'hôpital, ils s'occuperont de votre cœur et vous remettront sur pied. Je vais appeler. Valentin tenta de se lever, mais n'en avait pas la force. Ne téléphonez pas. Un cardiologue est déjà venu, il a proposé une opération. Et vous, que faites-vous ? Demanda Ruslan en ajustant l'oreiller de son ami. J'ai refusé, sourit Valentin. Les chances sont presque nulles. Je préfère mourir ici plutôt qu'à l'hôpital. Comment pouvez-vous dire cela ? Allons à notre clinique, je paierai tout, insista Ruslan. Je ne veux pas vous voir dépérir. Ruslan voulut se lever pour appeler les secours, mais Valentin l'arrêta d'un geste faible. Dans un petit village de France, un homme nommé Ruslan se tenait aux côtés de son ami Valentin, un homme âgé et sage. Valentin, bien qu'affaibli par les années, avait une lueur de détermination dans ses yeux. « Ne t'inquiète pas, mon petit-fils, dit Valentin d'une voix rauque. J'ai une maison dans mon village, une belle maison que j'ai construite de mes propres mains. Je pensais y fonder une grande famille, mais cela ne s'est jamais produit. Toi, tu es jeune, tu pourrais en faire un refuge pour tes enfants pendant l'été. C'est bien mieux que n'importe quelle destination ensoleillée. » Ruslan, ému par les paroles de son ami, sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait que Valentin n'avait plus beaucoup de temps. « Écoute, je vais te dire quelque chose de sérieux. J'ai rédigé un testament et l'ai confié à un notaire. Après ma mort, la maison sera à toi. Tu peux même y aller dès aujourd'hui pour profiter de l'été. Les gens là-bas sont bons, accueillants. » Je ne peux pas accepter cela, Valentin, répondit Ruslan, la voix tremblante. Mais je vais m'assurer que tu reçoives les soins dont tu as besoin. Je ne veux pas prolonger mes souffrances, sourit Valentin. Je préfère partir ici, dans ma maison, entouré de mes souvenirs. Après avoir administré un traitement à Valentin, Ruslan se leva pour partir. En sortant, il mit le collier de son chien, Beyem, et s'engagea dans la nuit sombre. À son retour à la maison, il fut accueilli par sa femme, Olga, qui l'attendait avec impatience. « Où étais-tu ? Mes parents sont venus et ne t'ont pas trouvé. »« Quelle impolitesse !» s'exclama-t-elle, le ton accusateur. « Valentin ne va pas bien, j'ai dû rester pour l'aider, » expliqua Ruslan, fatigué par la tension. « Tu es toujours là pour ces vieux, mais jamais pour moi, » rétorqua Olga, indignée. Ruslan, fatigué de la dispute, se dirigea vers son bureau, laissant Beyem, qui avait toujours peur d'Olga, le suivre timidement. Le lendemain matin, une terrible nouvelle attendait Ruslan. Valentin était mort, tenant dans ses mains une photo de sa défunte épouse, Maroussia. « Quel chagrin !» pleura Tamara, la voisine, au téléphone. « Je viens,
répondit Ruslan, le cœur lourd. Behem, ressentant la tristesse de son maître, le suivit, mais Ruslan l'arrêta. Reste ici, mon ami. Pas cette fois. Les jours suivants, Ruslan erra comme une ombre, se noyant dans son travail pour échapper à la douleur de la perte. Les funérailles de Valentin furent modestes, Ruslan prenant en charge tous les frais. Il déposa une photo de Maroussia sur la tombe, la protégeant des intempéries. « Merci d'avoir été comme un grand-père pour moi. Je ne vous oublierai jamais, murmura-t-il. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un homme en costume s'approcha de lui. « Vous êtes Ruslan Ivanovitch » demanda-t-il. « Je suis le notaire de Valentin. Il m'a chargé de vous remettre ceci. » L'homme tendit un paquet contenant une clé et un acte de propriété pour la maison à la campagne. « Je ne veux pas de son argent, Valentin était comme un grand-père pour moi, » répondit Ruslan, touché. « Il savait que vous étiez son unique héritier, » répondit le notaire en lui tapotant l'épaule. Ruslan, tenant la clé dans sa main, se remémora le forgeron qu'il avait façonné. « J'aurai ma propre maison, » pensa-t-il, un sourire se dessinant sur son visage. Après les funérailles, il rentra chez lui, impatient d'annoncer la nouvelle à Olga et de passer du temps avec Behem. Mais à sa grande surprise, il trouva le chien assis dehors, blessé et sans collier. « Behem, que fais-tu ici » demanda-t-il, inquiet. Le chien gémit, sa tête baissée, du sang coulant de sa mâchoire. Ruslan, perplexe, se précipita vers la porte, mais celle-ci était verrouillée. « Ouvre, c'est moi » cria-t-il, frappant à la porte. Un homme qu'il ne connaissait pas ouvrit, vêtu d'un peignoir. Behem, reconnaissant son agresseur, se mit à grogner et se jeta sur lui, le faisant tomber au sol. « Non, Behem, viens ici » ordonna Ruslan, essayant de garder son calme. Il comprit alors que sa femme ne l'aimait pas, qu'elle le trompait avec cet homme. « Comment as-tu pu faire ça le jour des funérailles de Valentin » demanda-t-il, furieux. « Ce n'est pas ton affaire » répliqua Olga, avec mépris. « C'est ma maison, je fais ce que je veux. » Ruslan, dégoûté, se dirigea vers sa chambre pour faire ses valises. « Je pars » annonça-t-il. « Tu ne peux pas partir, tu n'as rien » s'exclama Olga, mais Ruslan ne l'écouta pas. « Je ne veux plus de toi » dit-il calmement. « Je prends Behem et je m'en vais. » Behem, suivant son maître, grogna à l'homme qui avait osé entrer dans leur maison. Ruslan sortit, tenant fermement la clé que le notaire lui avait donnée. « Merci, Valentin » murmura-t-il en s'éloignant. Il se dirigea vers la maison de campagne, impatient de commencer une nouvelle vie. Le voyage en bus vers le village de Rosdol fut sans encombre. À son arrivée, il fut frappé par la tranquillité qui l'entourait. Loin du bruit de la ville, il se sentit apaisé. « Quelle beauté !» s'exclama-t-il en regardant le paysage verdoyant. Il relâcha Behem, qui courut joyeusement dans le champ. Ruslan savait que sa vie venait de prendre un tournant décisif. Il avait perdu un ami, mais il avait aussi hérité d'un foyer, un endroit où il pourrait enfin être heureux. Abonnez-vous à la chaîne de